bienvenue en tout cas sur cette masterclass. Donc, voilà, je vous demande juste d'être un petit peu tolérant. Donc, c'est la première fois que je fais une masterclass avec Zoom. En général, je le fais pas mal avec Microsoft Teams. Donc, c'est vrai que la physionomie de l'écran est un petit peu différente. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas en tout cas voilà, à me poser des questions au fur et à mesure. Voilà, ça sera vraiment un plaisir pour moi que d'y répondre. Alors, l'objet ici donc, voilà, de cette présentation, c'est de vous présenter une construction, comment construire une stratégie d'allocation d'actifs donc à moyen long terme. Vous avez déjà vu sans doute, là je fais un petit peu le lien, passer voilà, des vidéos notamment sur l'allocation d'actifs, hein, notamment peut-être beaucoup d'entre vous connaissent Yann Darwin. Donc voilà, il parle, et voilà, il a fait pas mal de vidéos sur l'allocation d'actifs, hein, toujours découpées, mesurées. Et donc moi, je vais vous présenter voilà, une expérience personnelle de la manière dont j'alloue mon portefeuille. Donc tout d'abord, alors je vais commencer un petit peu par un petit disclaimer. Alors la stratégie que je vais présenter ne s'apparente pas à du trading haute fréquence, hein. Donc c'est plutôt une stratégie que je vais présenter d'investissement moyen long terme. Donc c'est vraiment un peu une stratégie, on va dire, bon père de famille, mais on va dire dynamique, hein. C'est pas bon père de famille pépère, c'est plutôt dynamique. Alors là, pareil, autre disclaimer, euh, il ne faut pas appliquer cette stratégie si vous avez besoin de votre épargne à court terme. C'est-à-dire, en gros, imaginons que vous avez 10, 15, 20 000 euros, 100 000 euros même, qui sont destinés, par exemple, à un apport personnel pour acheter un bien immobilier ou pour acheter une voiture ou pour les études de vos enfants. Moi, voilà, c'est pas conseillé de mettre cet argent en jeu voilà, pour construire ce que je vais vous présenter. C'est plutôt, la stratégie sera vraiment profitable pour les investisseurs de long terme, désireux de créer des revenus complémentaires ou pour préparer leur future retraite. Notamment, en particulier, quand je parle de revenus complémentaires, l'idéal, évidemment, c'est de créer un revenu de substitution au salaire, hein, parce qu'on sent que voilà, les salaires, ça ne va pas être forcément voilà, compter sur l'évolution de son salaire dans le futur, c'est pas forcément le plus prudent. Alors, le but de cette présentation, alors cette présentation n'est pas un cours magistral d'allocation d'actifs, hein, ou de gestion de portefeuille. C'est pas non plus une présentation de la plateforme Aria. Cette présentation, elle a vraiment pour objectif de montrer aux investisseurs privés comment vous pouvez, grâce à des manipulations simples de la plateforme et à partir d'outils Excel, construire de véritables stratégies d'allocation d'actifs et de performance. Voilà, vraiment dignes de ce que font les assureurs et les banques. Et ensuite, deuxième objectif, c'est que je vais vous présenter deux stratégies personnelles que j'utilise pour piloter mes investissements, à savoir la stratégie dite d'accumulation et la stratégie de trend following. Donc pour me présenter donc en deux mots, donc je suis donc Alix Bacos, donc je suis ingénieur et actuaire. J'ai 20 ans d'expérience dans l'univers de la finance, de la gestion d'actifs, hein. Donc, j'ai conseillé notamment pas mal de directeurs d'investissement de grandes compagnies d'assurance et de mutuelles dans leur choix de modèle d'allocation d'actifs. J'ai également conseillé des directeurs financiers de grands groupes du CAC 40 à optimiser l'allocation d'actifs des plans d'épargne retraite collective, donc de leurs salariés. Donc, quelle allocation mettre en face d'argent que mettent les salariés chaque mois, hein, chaque année pour préparer leur retraite, hein, des compléments de retraite que versent les grosses sociétés du CAC 40 à leurs salariés une fois que ceux-ci partent à la retraite. Donc, j'ai participé à la construction de l'allocation d'actifs. Et enfin, j'ai développé pas mal de modèles d'évolution des actifs et de construction de stratégies d'investissement. Donc ça, c'est voilà, c'est un petit peu mon parcours, on va dire, professionnel. Au-delà de ça, j'ai une implication personnelle qui est très forte en matière de gestion financière de mon patrimoine sur plusieurs classes d'actifs, hein. Donc, j'investis personnellement, hein, sur l'immobilier, les actions, les obligations, les cryptos, les matières premières, les devises et les produits dérivés. Et j'ai aussi actuellement un projet en cours de rédaction d'un livre donc sur la liberté financière qui est destiné en fait à démocratiser un petit peu la finance aux yeux des particuliers, notamment et qui s'adresse notamment à celles et ceux qui veulent vraiment euh, essayer un petit peu de s'affranchir, de sortir un petit peu du salariat. Euh,
Pas forcément d'ailleurs, même certains qui se plaisent, hein, dans leur métier de salarié, mais qui veulent vraiment construire des revenus complémentaires. Bah, cette stratégie que je vais vous présenter là et que je décris peut-être plus en détail dans mon futur livre, est destinée à ces personnes. On va passer maintenant donc à la première partie de cette présentation, la première grande partie, qui est un point macroéconomique. C'est très très important lorsque l'on construit une allocation d'actifs, d'avoir une vue macroéconomique. Enfin, on ne peut pas construire un portefeuille sans, quelque part, s'intéresser à ce qui régit les marchés boursiers. Or, on sait que les marchés boursiers sont régis par deux grandes choses. Vous avez l'analyse comportementale, hein, que l'on voit notamment via les courbes, via l'analyse chartiste, mais vous avez également des points, la macroéconomie, qui pilote sur le long terme l'évolution des différentes classes d'actifs. Pour faire un petit historique, la situation avant les années 2010 était assez simple en fait, hein. C'était assez simple. Pourquoi? Parce qu'avant 2010, donc je fais un petit rappel historique, avant 2010, on avait des taux qui étaient situés à peu près entre 3% et 8% en fonction du pays. Bon, enfin, la durée du placement, donc enfin, c'était pas très très difficile de garantir le capital aux personnes et d'avoir même un bonus, on va dire, de rendement. Pourquoi? Parce qu'avec des taux à 3 à 6%, bah, en fait, il y avait des modèles très très simples qui pouvaient garantir à la fois le capital tout en permettant aux personnes de profiter de la hausse des marchés. C'était assez simple. Et d'ailleurs, durant ces années-là, c'était un petit peu l'âge d'or des assureurs vie, même du livret A. Les assureurs vie, c'était vraiment leur âge d'or. C'était assez simple pour eux, hein. Ils vous garantissaient du 3, 4, 5% par an assuré. Ils prenaient une commission assez intéressante aussi. Et vous, enfin, et les personnes qui plaçaient leur argent en assurance vie avaient aussi un rendement intéressant. Tout le monde était content, hein. Les assureurs se payaient grassement. Les assurés étaient contents parce qu'ils avaient aussi un rendement sympathique. Bref, tout le monde est content. Malheureusement, depuis, comme vous le savez, hein, en 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu la crise, ce qu'on appelle la crise dite des subprimes, et vous avez eu les banques centrales qui ont baissé les taux, et donc on a des taux qui petit à petit ont commencé vraiment, sont passés de 5%, 4%, 3%, et maintenant on est à zéro, voire négatif. Donc du coup, l'argent, entre guillemets, facile, gratuit, malheureusement, il n'existe plus. On ne peut plus placer son argent et avoir un taux de rendement garanti à 2, 3, 4%. Ça, c'est quasiment terminé. Alors, ça continue à marcher. C'est un peu compliqué, un peu technique, notamment pour les vieilles assurances vie qui ont des obligations encore assez vieilles et donc qui arrivent encore à délivrer des rendements qui baissent, mais qui restent encore positifs. Mais si jamais on devait avoir des taux négatifs, des taux nuls ou négatifs pour 5, 10, 15 ans, bah, il n'y a pas de miracle. Moi, je suis pas, enfin, il y a pas besoin d'avoir une baguette magique pour vous dire que même les meilleures compagnies d'assurance vie ne pourront plus vous garantir du 2% ou du 3% avec des taux négatifs qui vont le rester pendant plusieurs années. Ça, c'est le premier point, c'est la partie taux. Ensuite, le deuxième gros souci, c'est que pour se désendetter, hein, on sait que les États sont désendettés, les États sont très endettés, les acteurs privés sont très endettés, hein, les ménages, les entreprises, on a un endettement qui est colossal. Les banques centrales ont recours massivement à ce que l'on appelle le quantitative easing. Donc moi qui travaille dans la finance, on appelle ça l'assouplissement quantitatif, le LTRO. Bon, en gros, en langage de la rue, c'est de la planche à billets, très simplement, c'est-à-dire on monétise la dette. Pour vous donner un ordre d'idée, depuis entre mars et décembre 2020, donc en 6 mois, 20% de tous les dollars ont été imprimés depuis la création des États-Unis. Donc, enfin, l'ordre de grandeur de la planche à billets, il est monumental. Par ailleurs, les dettes des États dans les pays développés sont maintenant toutes à des niveaux supérieurs à 100% du PIB. C'est-à-dire que là, on a des niveaux de dette qui sont devenus énormes et on a des planches à billets qui sont vraiment qui sont stratosphériques. On peut se dire, mais quelle perspective pour le futur? Alors, il y a un proverbe qui dit les performances passées ne prédisent pas les performances futures. Ça, c'est un adage que vous avez sans doute entendu parler, hein, souvent quand vous allez peut-être pour celles et ceux d'entre vous qui est allé voir une banque, leur banquier pour leur demander un conseil en matière de placement financier. Souvent, la première chose que le banquier vous dit pour se couvrir, hein, c'est ce qui s'est passé avant, c'est pas ce qui va arriver dans le futur. Alors, c'est en partie vrai. Néanmoins,
Là, je vous mets une photo, une évolution, du Dow Jones depuis, la naissance des États-Unis jusqu'à aujourd'hui. On voit quand même que les marchés boursiers, sur des dizaines d'années, sur du très long terme, le marché boursier est un marché croissant, c'est un marché positif. Alors certes, on a eu des crises, hein, mais comme on le voit, les crises, regardez, si vous regardez dans les années 1860, hein, on a eu la guerre de sécession aux États-Unis, vous voyez, on a une petite baisse. Vous avez la grosse crise de 29, hein, et la grande crise de 29 en 1930, vous voyez la chute. Et là, vous voyez la Deuxième Guerre mondiale, vous la voyez quasiment pas. Vous avez après les crises, le choc pétrolier, Bretton Woods, vous avez la crise Internet et le 11 septembre, la crise de 2008, la crise du Covid. On les voit à peine. Sur du très long terme, les marchés boursiers augmentent. Alors pourquoi ils augmentent? Parce que, alors moi, c'est un peu mon opinion, mais je pense que beaucoup la partagent, c'est qu'on peut être optimiste sur la capacité de l'être humain à se réinventer à long terme. On a ça c'est une constante. On voit, même on le voit avec la crise du Covid, l'être humain a une capacité que enfin, disons qu'aucun être vivant n'a, cette capacité à se remettre en question et à avancer, à apprendre de ses échecs, à évoluer. Preuve en est, en 1920, on parle beaucoup du Covid. En 1920, on se déplaçait à cheval, on se déplaçait en train à vapeur. Il fallait 2 semaines pour faire un Paris-New York. On pouvait mourir d'une angine. Une angine, ça tuait. Aujourd'hui, vous voyez, on vous parle du Covid. Bon, en 2020, en 1920, il n'y avait pas besoin du Covid pour mourir, hein. Une angine, l'appendicite, ça tuait, hein. En 2120, bon, moi je peux être optimiste. Je pense que voilà, peut-être que l'être humain aura colonisé d'autres planètes, notamment Mars. Peut-être que le cancer ne sera plus qu'un mauvais souvenir, hein. Enfin, je veux dire, le cancer en 2120, ça sera comme une rhinopharyngite aujourd'hui. L'être humain a une capacité, ça c'est sûr, c'est quelque chose, voilà, enfin, j'invente pas la roue. L'être humain a une capacité à se réinventer, à évoluer. Regardez un peu la vitesse à laquelle on met en place des vaccins contre le Covid. Alors peut-être que le vaccin, il sera peut-être pas forcément excellent, il y a des petites polémiques, etc. Oui, c'est vrai. Mais on voit la vitesse entre le moment où le Covid est apparu il y a un an et le moment à laquelle on expérimente des vaccins, on met les choses, c'est du jamais vu. On a une coordination mondiale de tous les scientifiques du monde. C'est quand même impressionnant. Donc ça, c'est la première chose dont on peut être sûr. La deuxième chose dont on est sûr aussi, c'est que la crise du Covid-19 a entraîné une monétisation sans précédent de la dette, hein. Les planches à billets, hein, que j'ai un petit peu évoqué dans le slide d'avant, ça, c'est sans précédent. C'est vraiment, là encore, hein, je rappelle, 20% de tous les dollars américains, tous les dollars US imprimés depuis la naissance des États-Unis en 1780, donc il y a plus de 2 siècles, l'ont été entre mars et décembre 2020. Donc, vous voyez tout ce que Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, le financement pour aller sur la Lune, guerre froide, guerre des étoiles, enfin tout ce que vous voulez. Bah, rien que la crise du Covid, c'est 20% de la planche à billets depuis la naissance des États-Unis. Donc ça, forcément, il y aura forcément des conséquences. On a du mal à croire qu'il n'y aura pas de conséquences. Alors ces planches à billets, on le sait aussi, elles vont continuer à tourner. Elles vont continuer à tourner à plein régime. Pourquoi? Pour assurer la paix sociale. Donc l'objectif aujourd'hui des banques centrales, c'est assurer la paix sociale et permettre aux plus riches de continuer à s'enrichir. Donc il faut éviter que tous les gens qui sont au chômage, qui ont perdu leur emploi, qui ne travaillent plus, descendent dans la rue, hein, tout cassé, tout voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On finance, voilà, on paye tout le monde avec du chômage partiel. Aux États-Unis, on envoie des chèques aux ménages, on a le chômage partiel, on a le PGE, on a tout ça. Finalement, on maintient les emplois à tout le monde. Vous avez remarqué que le taux de faillite en 2020, il a chuté, alors qu'on a une crise sans précédent. On a une baisse du nombre de faillites. Pourquoi? Parce qu'on empêche les entreprises de faire faillite. Comme ça, évidemment, les gens sont calmes, il n'y a pas de voilà, on évite les problèmes, on achète la paix sociale avec la planche à billets. Et en même temps, les plus riches s'enrichissent, hein. On a des records de fortune, des fortunes qui se créent à une vitesse énorme. Donc ça, c'est la planche à billets, c'est une des conséquences de la planche à billets. Les grands perdants de ce mouvement, parce qu'il y en aura, seront les personnes entièrement dépendantes de leur salaire pour vivre et qui investissent, les épargnants qui sont investis uniquement en cash et en obligations. Alors, quand je dis obligation, c'est livret A, fonds en euros, assurance vie, fonds en euros. Donc, les personnes qui misent tout sur leur salaire en espérant que leur chef va les augmenter et sur les performances de leur assurance vie, ceux-là
ceux-là, à mon avis, seront vraiment, à mon avis, les grands perdants de la crise parce qu'ils vont ni bénéficier des aides de l'État, du PGE, du chômage partiel, ni ils vont profiter de la planche à billets qui se déverse non pas dans l'économie réelle pour augmenter les salaires, mais dans l'augmentation, dans l'inflation des actifs. Là, justement, que faire pour ça? Que faire? C'est un petit peu l'objet de cette masterclass. C'est très important, c'est de piloter l'allocation d'actifs. Avant de penser à quel coût on va faire sur les cryptos, alors déjà, vous savez maintenant qu'il faut investir. Donc, la plus grande bêtise, c'est de ne pas investir, c'est de rien faire, c'est de rester en cash en attendant, en attendant le grand soir. Ça, c'est la première erreur. Deuxième grosse erreur, c'est de jouer au casino. C'est de faire un pari, c'est d'investir, allez hop, 50% de son patrimoine sur l'Ethereum, sur le Bitcoin, sur n'importe quoi, hein, sur Tesla, sur l'or. Voilà, c'est d'utiliser les marchés financiers comme un casino et de faire du court terme en misant tout son patrimoine à chaque fois sur des trades de court terme. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la construction d'une allocation d'actifs. Alors, moi, je vais vous présenter un petit peu ce que je fais. Alors, moi, mon allocation d'actifs, disons que je l'ai construit. Alors, j'ai utilisé un petit peu mes connaissances acquises en banque, mais c'est quelque chose qui peut être développé à tous les particuliers, hein. C'est quelque chose que je fais sous Excel. Il n'y a pas besoin, voilà, d'avoir des modèles hyper sophistiqués pour piloter une allocation d'actifs personnelle. Alors, tout d'abord, je construis via un modèle, on va dire ce que j'appelle ALM, hein, gestion actif-passif, un modèle pour couvrir au maximum mes dépenses de la vie quotidienne, à la manière d'un salaire. En gros, je me dis, bah voilà, je prends ce qu'on appelle un passif, hein. Un passif, c'est quoi? Ben, ce sont toutes vos dépenses contraintes, quelque part. Les dépenses, voilà, vous avez un loyer à payer ou un crédit, vous avez vos frais pour faire les courses, acheter à manger, la voiture, les transports, le chauffage, le gaz, enfin voilà. Vous avez toutes vos dépenses, on va dire, contraintes. Ben, ça, c'est ce qu'on appelle les flux de passifs. Ce sont de l'argent que vous devez sortir tous les mois pour payer vos dépenses contraintes. Donc moi, l'idée, je me dis, bah, quelle allocation je vais mettre en face pour générer des revenus, des dividendes, des plus-values, des loyers que je vais percevoir pour payer au maximum toutes ces dépenses contraintes. Actuellement, bon là, je n'ai pas envie de vous le dire, actuellement, ce qui permet de payer une grosse partie de mes flux de passifs, comme vous tous, c'est mon salaire. Moi, mon objectif, c'est que d'ici quelques mois, j'espère, voilà, 1 an, 2 ans, grand maximum, c'est que mon allocation d'actifs que j'ai construit petit à petit, hein, à force de capitaliser, finisse par me verser des revenus qui, finalement, qui me permettent d'éponger toutes mes dépenses, de faire en sorte finalement que mon salaire, finalement, ça ne devient plus que de l'argent de poche. Je suis content dans mon travail, bah, très bien, j'y reste, je me fais plaisir. Bon, bah, très bien, bah, mon salaire tombe en plus de mes revenus passifs. Très bien, je me fais plaisir. Le jour où je ne suis pas content, parce que je sais pas, j'estime que, enfin, j'en sais rien, pour X ou Y, bah voilà, je peux aller voir mon employeur, bah, je ne suis pas content, on fait une rupture conventionnelle, une rupture à l'amiable, on peut l'appeler licenciement déguisé, on peut l'appeler comme on veut. Puis bah, je vais faire autre chose. Puis je vais faire autre chose, soit un autre travail, soit je me mets à mon compte, je crée un business, je fais le tour du monde. Voilà. L'objectif de ce que je présente ce soir, de ce que je présente, c'est de construire, voilà, c'est d'avoir une allocation d'actifs, mon allocation d'actifs qui va permettre de remplacer au maximum mon salaire. Donc, mon modèle, qu'est-ce qu'il m'a donné? Alors, c'est un modèle, évidemment. Alors, je pense que vous avez pu écouter des vidéos de pas mal d'experts qui vous ont présenté un petit peu la manière, une stratégie découpée, mesurée. Notamment, là, je refais référence encore à Yann Darwin. Voilà, c'est une allocation d'actifs par bloc. Alors, d'abord, j'ai une allocation, ce que j'appelle une allocation stratégique, hein. Chaque personne a chaque personne, il n'y a pas une allocation d'actifs passe-partout. Chaque personne, en fonction de ses besoins, de son mode de vie, de ce qu'elle projette d'arriver. Voilà, moi, par exemple, mon objectif, c'est la liberté financière à horizon 2 ans, par exemple. Parce que ça fait déjà 10 ans que je travaille là-dessus. Donc, l'allocation d'actifs que j'avais il y a 10 ans, quand j'ai commencé à me lancer dans ce projet de liberté financière, n'était pas la même que ce que je vous présente aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je suis à T-, on va dire T-moins 2 ans. Donc aujourd'hui, l'allocation d'actifs actuelle, c'est 51,65% d'immobilier. C'est ce que mon modèle me donne, voilà, pour atteindre la liberté financière à horizon 2 ans, avec le patrimoine dont je dispose actuellement. L'allocation optimale, c'est 52% d'actifs immobiliers. Sinon, j'ai quand même des dépôts bancaires, des livrets, de l'assurance vie. Parce que bah, comme vous,
j'ai de l'assurance vie, j'ai du livret A parce que bah voilà, j'ai quand même voilà, j'ai un petit voilà, il faut que je paye les études de mes enfants, voilà, de temps en temps, il y a le chauffe-eau qui peut tomber en panne, il y a la tondeuse, il y a tout ça. Donc bah, tout cet argent-là, bah, j'applique, hein, ce que je vous dis, hein. Je vais pas le mettre, je vais pas l'investir en bourse alors que bah voilà, je vais peut-être devoir le sortir pour changer, je sais pas, faire des travaux de révision sur la voiture. Donc, c'est de l'assurance vie, c'est des dépôts bancaires, etc. À l'autre extrémité du panel, j'ai ce que j'appelle du private equity. J'ai aussi ma petite société. Voilà, bon, pas, le but, c'est pas d'en faire. J'ai une petite société aussi. J'ai un petit business à côté. Et j'ai également investi dans du private equity adossé à de l'immobilier. Là encore, le but, c'est pas forcément de faire de la publicité. Il y a avec Green Bull, voilà, il y a ils ont ouvert des club deals. Donc, aux personnes qui désirent investir dans des projets. Moi, j'ai investi voilà, une partie de mon patrimoine dans le dernier projet qui est Edgewater. Bon, je pense que si vous suivez un petit peu les vidéos de Yann, de Jean-Guillaume, vous aurez accès à ça. Donc, moi, j'ai personnellement investi là-dessus. Donc, c'est ce que vous voyez là, plus ma société. Et il y a tout un bloc de mon allocation d'actifs, 27,5%, qui est dédié aux obligations, aux actions, aux cryptos, aux matières premières. Et donc ça, évidemment, ça, c'est ce que je gère via notamment des plateformes, voilà, plateformes de trading, via le modèle l'allocation que je vous présente ce soir. Une fois qu'on a enlevé l'immobilier, qu'on a enlevé le private equity, qu'on a enlevé l'argent, le cash dont on a besoin à court terme, vraiment voilà, pour vivre, pour subvenir aux besoins. Qu'est-ce que je fais actuellement? J'essaye de trouver, d'un point de vue tactique, alors ce n'était pas forcément le cas il y a 5 ans, 10 ans, aujourd'hui, entre le progrès humain et, euh, on va dire, ça m'embête de dire ça, l'incompétence des dirigeants. Voilà. Pourquoi? Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on n'a jamais vu autant d'intelligence réunie pour faire plein de choses. On a le vaccin, donc là, effectivement, on a la lutte pour trouver un vaccin, on a plein de vaccins qui sortent, mais il n'y a pas que ça. Il y a par exemple, on entend peut-être moins parler, mais aujourd'hui, on voit des scientifiques du monde entier, hein, des Américains, des Russes, des Chinois, des Indiens, des Israéliens, voilà, qui se mettent ensemble pour envoyer des êtres humains dans l'espace. Donc on a vraiment, une ingénierie qui est énormément dépensé voilà, pour vraiment projeter, pour faire évoluer l'être humain. Alors, on parle du numérique, on parle de la santé, mais on a également l'espace. Moi, je pense très sincèrement que d'ici, voilà, que de notre vivant, nous verrons des êtres humains marcher sur Mars et que du vivant de nos enfants, enfin, les enfants qui naissent aujourd'hui, hein, dans les années 2010, peut-être que beaucoup d'entre eux iront comme ça sur Mars, voilà, un peu comme aujourd'hui, on va à New York, on va en Australie. L'être humain, voilà, il ne faut pas le nier, il y a une capacité des progrès énormes, des sciences qui sont en train d'être mises en œuvre. Donc, il y a un équilibre entre ça et l'incompétence des dirigeants. On a aujourd'hui des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur de la crise. On a vraiment voilà, on a aujourd'hui voilà, on a des dirigeants qui cherchent la solution de facilité, qui veulent être réélus. Et pour être réélus, ils achètent la paix sociale. Donc, planche à billets. Et on a aussi de nombreuses voilà, connivences entre les dirigeants politiques, les patrons d'entreprise, les banques centrales. Donc, tout ce petit beau monde, bah, voilà, c'est des gens qui se connaissent, qui ont fait à peu près les mêmes parcours et qui, quelque part, s'entraident entre eux. Bon, malheureusement, ce n'est pas forcément bon à court terme. Et ça, ce que l'on voit, la solution de facilité qui utilise aujourd'hui, vous voyez un petit peu, c'est la caricature, hein, Jérôme Powell qui fait tourner la planche à billets à gogo. Vous avez en dessous, pareil, hein, la Banque Centrale Européenne, pareil, qui fait tourner la planche à billets. Alors, ça a des noms très compliqués, hein, scientifiques, mais voilà. Donc, on a un mix aujourd'hui entre une intelligence humaine qui est énorme, qui est exceptionnelle, et des banquiers centraux, des dirigeants voilà, qui jouent à court terme, qui veulent être réélus, qui veulent maintenir leur richesse, leur position, et qui jouent à court terme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un mix aujourd'hui, c'est ce que je fais, un mix entre investir sur l'homme, la femme, l'intelligence humaine, c'est les actions. Si vous voulez investir sur le progrès, c'est les actions. Et investir sur des actifs tangibles, c'est l'or, les matières premières,
les crypto-monnaies éventuellement, certaines devises, on va y revenir, le yuan chinois notamment, pour jouer, pour quelque part, pour trader contre les banques centrales qui impriment, qui quelque part, qui monétisent les dettes. Parce que la planche à billets, c'est de l'impôt futur, hein. La planche à billets, sur du long terme, ça va faire de l'inflation. L'inflation, c'est un impôt indolore, un impôt, un impôt commun, enfin un impôt que l'on paye tous, hein, que l'on soit riche ou pauvre. Et malheureusement, plus on est pauvre et plus on subit l'inflation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc voilà, ça c'est l'allocation d'actifs que j'ai voilà, que j'ai construit, hein, qui permet au mieux finalement de jouer. Alors c'est là encore, hein, c'est une allocation que j'ai appliquée à moi, hein, disons voilà, à ma problématique à moi, hein, qui est l'objectif, c'est la liberté financière à 2 ans, avec un patrimoine qui est le mien. Maintenant, je pense que s'il y a des questions, je pourrais échanger. Vous pouvez aller sur voilà, vous tapez mon nom, mon prénom sur LinkedIn, vous pouvez me poser des questions. Voilà, je pourrais vous expliquer un petit peu comment essayer d'adapter à chacun cas. Alors, à mon cas, bah voilà, donc sans surprise, une allocation d'actifs avec 5 d'obligations, du Bund allemand notamment, enfin des obligations assez sûres. 35 d'actions, notamment du CAC 40, du Dow Jones, du Nikkei, du Nasdaq. Alors, j'ai complété, hein, il y a peu. Alors, vous pouvez suivre, hein, ceux qui suivent un petit peu, parce que je fais des posts, hein, sur Aria. Chaque semaine, je poste un plan de trading. Tout dernièrement, là, ces 2 dernières semaines, j'ai ouvert mon portefeuille aux actions indiennes et chinoises, donc pour vraiment miser aussi sur les émergents. 50 je mets pas mal, notamment sur les matières premières, le pétrole, l'or, l'argent, le cuivre. Donc, notamment toutes ces matières premières qui, quelque part, vont profiter de la planche à billets des banques centrales. Donc, ça, clairement, aujourd'hui, les matières premières, elles montent. Non pas que la demande, elle est plus forte, hein, on voit bien, il y a encore des confinements, des couvre-feux, voilà, enfin, clairement, aujourd'hui, la demande, elle est encore déprimée, mais l'excès de liquidité de la planche à billets des banques centrales, bah, elle ne peut pas aller que sur les actions. Le marché action n'est pas suffisamment fort, pas suffisamment gros pour absorber, hein, la planche à billets. 20%, je rappelle, hein, 20% des dollars imprimés depuis la création des États-Unis l'ont été en 6 mois. Donc évidemment, une partie de cette planche à billets, elle se déverse. C'est un peu comme une fuite d'eau, elle se déverse sur les matières premières. Alors, je ne les ai pas toutes citées ici, hein, pétrole, or, argent, cuivre. Il y a aussi les matières premières agricoles, hein, le blé, le maïs, qui aussi battent, enfin, qui ont des progressions très importantes. J'ai également des crypto-monnaies. J'ai investi aussi sur des crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin et l'Ethereum. Et j'ai également misé sur les obligations chinoises, le yuan chinois. Pourquoi? Parce que de tous les pays, on va dire les gros pays, la Chine est un des pays qui ces derniers mois a le moins utilisé la planche à billets. La Chine est peut-être un des pays qui a le moins souffert de la crise du Covid. C'est un des rares pays qui va avoir une croissance positive en 2020. Et donc, du coup, bah, forcément, vous avez des pays comme la Fed, enfin, des banques centrales comme la Fed et la Banque centrale qui impriment comme des malades. Et vous avez la Banque centrale de Chine qui a une réserve de change qui est énorme. Donc forcément, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour voir que le yuan chinois est sur une tendance d'appréciation contre la devise américaine, mais également la devise européenne. Donc ça, c'est un petit peu mon allocation cible, hein, c'est un peu mon phare. Évidemment, l'allocation, vous voyez, pour ceux qui me suivent, hein, sur Aria, vous verrez cette allocation d'actifs, elle est mise à jour chaque semaine. Chaque semaine, je mets à jour mes performances et aussi mon allocation d'actifs. Alors maintenant, je vais passer aux 2 types de stratégies d'allocation que je fais, que je mets en place. Il y a d'abord les stratégies d'accumulation et les stratégies de trend following. Alors, les stratégies d'accumulation, alors, en quoi elles consistent? Ce sont ce que j'appelle des stratégies en buy and hold. Ce sont des stratégies qui consistent à profiter d'une faiblesse passagère d'un actif pour renforcer mes positions. Alors, dans ces stratégies, je ne mets pas de stop loss. Par contre, donc, je ne fais pas de stop loss. Par contre, j'utilise 3 règles. 3 règles d'or que je vous engage vraiment à mettre en place. La première, interdiction dans une stratégie d'accumulation de buy and hold de vendre à découvert. Vous avez pu voir un petit peu ce qui s'est passé sur GameStop. Ceux qui ont joué sur le long terme en vendant les hedge funds, qui ont joué à shorter l'action GameStop parce qu'ils misaient à juste titre, hein, peut-être sans doute, hein, que l'action, l'entreprise n'est pas viable.
Vous voyez ce qui s'est passé. Il suffit qu'il y ait un regain de spéculation, un mouvement de spéculation et vous pouvez perdre plus que votre mise. Donc, surtout sur ces stratégies d'accumulation, pas de vente à découvert. Ensuite, interdiction d'investir, d'utiliser ces stratégies sur des actifs qui peuvent tendre vers zéro. Alors, quand je dis tendre vers zéro, c'est pas toucher zéro et rebondir. Par exemple, le pétrole, vous avez vu en avril 2020, le pétrole a touché zéro. Le WTI est tombé à zéro. Mais il y est resté combien à zéro? Il est resté un jour, 2 jours, à peine 3 jours. Puis aujourd'hui, il est à 60. Pourquoi? Parce que le pétrole, même si effectivement, dans un mouvement spéculatif, il peut avoir des valeurs très très faibles, ça reste une matière première. On en aura toujours besoin. Enfin, le pétrole, enfin, je veux dire, on en aura toujours besoin. Pétrole, l'indice, les indices boursiers, le CAC 40, il ne va pas tendre vers zéro. Certaines actions peuvent tendre vers zéro, même des belles boutiques, hein, on ne sait jamais, peut-être, je ne sais pas, imaginons LVMH, qui est une valeur que j'ai en portefeuille, bah, je ne sais pas, imaginons demain, il y a un problème, Bernard Arnault, je ne sais pas, il y a un souci, je sais pas, il part, il prend sa retraite et en dessous, ses enfants enfin, gèrent très mal la boutique. LVMH peut très bien tomber. Eurotunnel, c'est une très très belle boutique, hein, très très belle boîte qui a quand même fait le tunnel sous la Manche. Bah, Eurotunnel, ceux qui l'avaient acheté au moment de la création du tunnel sous la Manche, aujourd'hui, elle vaut quasiment rien. Donc voilà. Donc, interdiction pour moi de faire des stratégies d'accumulation sur des valeurs qui peuvent tendre vers zéro, notamment des types d'entreprises. Et ensuite, je m'interdis de m'écarter significativement et durablement de l'allocation stratégique. Voilà, j'ai une allocation cible, je peux dévier de cette allocation. J'ai des bornes, hein, voilà, j'ai un corridor, j'ai des corridors où je peux faire fluctuer mes allocations, mais je m'interdis de dépasser un certain corridor. Là, voilà des exemples de stratégies d'accumulation que j'ai fait, hein, sur ces derniers mois. Le Bitcoin, hein, en mars 2020, j'avais acheté du Bitcoin à 6 000, à peu près à 4-5 000 dollars en mars 2020. Il y avait une panique, hein, lorsque tout s'était effondré, hein. Les investisseurs ont vendu tout, hein, ils ont tout liquidé. Donc moi, j'ai acheté du Bitcoin à 5 000, hein. C'est même pas pour faire des spéculations. Je me dis, bah voilà, 5 000, 4 000. J'en achète vraiment très très peu, hein, 1% du portefeuille, mais je suis rentré sur le Bitcoin. Pareil, hein, le Dow Jones en mars 2020, voilà, c'est un exemple, hein. Quand le Dow Jones est tombé à 19 000, bah, je suis rentré dessus. Pareil, un CAC 40 en octobre 2020. L'or aussi, hein, l'or, j'accumule progressivement sur l'or. Le yuan chinois, pareil, hein, quand il est monté à 7 dollars, 7 yuan contre 1 dollar, bah, pareil, j'accumule progressivement. Avec des petits leviers, pas de levier, pas de short, hein, pas de vente avec découvert, pas de spéculation. Et sur des actifs dont je sais qu'ils seront encore là dans 10 ans. Le CAC 40, il sera encore là dans 10 ans. L'or, il sera encore là, hein. Il existait il y a 4000 ans, il sera encore là dans 10 ans. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà l'exemple d'une stratégie d'accumulation que j'ai mis en place, hein, sur l'or. Donc voilà, progressivement, vous voyez, j'investis, vous voyez, petit à petit, hein, chaque mois. C'est un actif qui, pour moi, est sous-évalué. On n'entend pas parler de l'or, hein. Tout le monde parle du Bitcoin, de Tesla, de GameStop, du high-tech, du Nasdaq. L'or, je ne sais pas si vous remarquez, on n'entend pas trop parler. Vous voyez, l'or, il est en dessous de ses records. Enfin, aujourd'hui, il cote à 1000. Alors, au moment où à la fin de l'année 2020, il cotait à 1880 et aujourd'hui, il a même baissé, hein. Donc, je perds de l'argent sur l'or, je n'ai pas honte de vous le dire, mais ce n'est pas grave. J'accumule petit à petit, sans levier. Aujourd'hui, on est à 1805 à peu près, hein, au moment où je vous parle, 1805 dollars l'once. En 2011, il était à 1920. Donc, vous voyez, l'or n'est pas si surévalué que ça quand on voit les planches à billets. Personne n'en parle. Et c'est à ce moment-là que c'est intéressant d'accumuler. Ce n'est pas au moment où tous les médias, enfin, dès que vous voyez qu'un actif fait la une des médias, ou commence à en parler aux 20 heures, les people commencent à dire qu'ils en achètent. Moi, en général, c'est là où je commence à prendre mes bénéfices. Vous voyez, là, l'or, personne n'en parle. En 2011, il y avait une fièvre acheteuse sur l'or, hein. Ils en ont parlé. Il y a eu des reportages aux 20 heures sur les boutiques de luxe, etc. Là, vous voyez, personne n'en parle de l'or. Moi, j'en achète. Tant mieux. À la limite, je préfère
Je préfère qu'il reste encore quelques mois sans en parler. Moi, j'accumule. Je ne regarde même pas mes plus ou moins values. J'accumule. Voilà, là, c'est une occasion. Et là, vous voyez tous mes points d'entrée. Alors, parfois, je suis en vert, parfois, je suis en rouge. Là, aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, je suis dans le rouge. Alors, au moment où j'ai publié mes comptes fiscaux, mais où j'ai fait ma déclaration fin 2020, j'étais positif sur l'or. Je gagnais de l'argent. Aujourd'hui, j'en perds un peu, ce qu'il a corrigé, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, chaque mois, j'accumule un petit peu. Et puis, voilà, le jour où ça rebondira, bah, tant mieux. Alors voilà le deuxième type de stratégie, parce qu'évidemment, je vous parle de l'or, de l'or, mais euh, il y a des actifs qui booment, hein, le Nasdaq, le Nasdaq, le Nikkei, hein, le Nikkei japonais, hein, qui est au-dessus de 30 000. Hein, le Nikkei japonais, mine de rien, pareil, hein, personne n'en parle, mais il bat des records, hein, record sur record. Personne n'en parle et j'investis. Mais là, je ne suis plus dans une stratégie d'accumulation, parce que faire de l'accumulation sur du Nasdaq, faut quand même être osé, hein, dire bah voilà, j'achète du Nasdaq maintenant parce que de toute façon, dans 2 ans, je vais retrouver mes billes. Non, il y a un risque que le Nasdaq baisse et qu'on mette des années, des années, des années avant de revoir nos petits. Donc, sur ces actifs-là, je ne veux pas rater le train. Donc, je veux quand même investir sur ces actifs, mais je vais adopter une autre type de stratégie, ce que j'appelle les stratégies de trend following. Alors, le principe des stratégies de trend following, c'est quoi? Alors, c'est simple, ça consiste à capturer des tendances haussières qui se dessinent et à accumuler, à prendre le train en route de la hausse sur des actifs qui sont en hausse, on va dire en hausse funiculaire, voire exponentielle. Alors, sur ce type de stratégie, qu'est-ce que je fais? Je positionne des ordres à seuil de déclenchement, c'est-à-dire par exemple, imaginons le CAC 40, typiquement le CAC 40. Ce que j'ai fait, par exemple, quand le CAC 40, vous savez, il est resté longtemps en dessous de 5007, vous voyez, il était à 5006, 5650, 5000, voilà. J'ai mis un ordre à seuil de déclenchement, un ordre à 5725, qui est une grosse résistance du CAC 40, avec un stop assez resserré à 5660. Pourquoi? Parce que je dis, si jamais le CAC 40 casse les 5007, il ne va pas yoyoter à 5740. Hein. Qu'est-ce qu'il va aller? Il va aller chercher les 5008. Et c'est ce qu'il est en train de faire, le CAC 40 maintenant, il est sur 5008. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont des stratégies qui consistent finalement à prendre le train de la hausse et à passer des ordres, cette fois-ci, non pas d'accumulation, mais des ordres finalement au niveau des records historiques des indices. Mais évidemment avec des stops, parce que quand vous achetez des indices à des records historiques, il y a un risque que, vous savez, c'est un peu comme la salle, hein, vous augmentez la taille des salles de cinéma, vous avez de plus en plus de gens qui rentrent dans la salle de cinéma, mais la taille des portes de sortie, elle n'a pas changé. Les exits, hein, les sorties de secours, elles n'ont pas changé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je participe à ce mouvement. Mon but, ce n'est pas de cracher sur le système, de dire ouais, le marché, il est surévalué. Vous avez beaucoup d'économistes qui le disent, hein, qui ont peur, qui ont. Voilà, sans les citer, hein, Marc Touati, clairement, qui alerte. Hein, vous avez Olivier Delamarche, vous avez pas mal de gens qui disent attention, les marchés, ils sont très hauts, etc. Attention. Moi, je suis d'accord avec eux. Bon, maintenant, qu'est-ce que je ne vais pas passer ma vie à dire oh là là, les marchés ils sont hauts et à crier, quoi. Et moi, je veux aussi prendre ma part du butin. Hein. Moi, je veux être libre financièrement. Je veux prendre ma part du butin. Je veux participer à la création des fortunes en cours, hein, par des Bernard Arnault, par des Elon Musk. Voilà. Moi, je veux prendre ma part du gâteau. Hein. Voilà, je n'ai pas envie d'attendre que mon chef m'annonce une prime, un bonus, une augmentation, etc. C'est bien, si j'en ai une, c'est bien, mais si j'en ai pas, tant pis. Voilà. Moi, je prends de l'argent. L'argent, il se fait sur les marchés. Donc, je n'ai pas envie de passer mon temps à hurler au marché qui monte et à dire que ce n'est pas juste, que ce n'est pas normal. Les marchés montent, je prends ma part de richesse. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets des ordres au niveau de tous les records, de tous les niveaux où se situent les marchés, et je me laisse porter par la vague. Voilà. J'ai acheté du Dow Jones à 30 000 points. Aujourd'hui, j'ai mis un stop assez resserré à 29 900 et quelques. Aujourd'hui, on a 31 400, 31 500. Et je me laisse porter par la vague pour suivre le mouvement. Parce qu'il faut suivre le mouvement. Je veux dire, bon, voilà, je critique les dirigeants. Clairement, on a des dirigeants voilà, qui sont ce qu'ils sont. Mais bon, je ne vais pas passer ma vie voilà, à me plaindre de la qualité de nos dirigeants actuels. Il faut profiter du système. Et moi, clairement, je ne m'en cache pas. Je profite, je suis là pour prendre l'argent où il est. Quoi. Alors, donc voilà, donc j'ai des stop loss resserrés, assez resserrés, un peu comme les traders. Alors, moi, j'ai travaillé en salle de marché dans les banques. Alors, ce que disent les traders, ils disent
on met des stop loss assez resserrés pour profiter de ce qu'on appelle des distributions leptocurtiques orientées positives. Donc, c'est des termes un peu de financier. En gros, c'est quoi? C'est en mettant des stop loss resserrés, c'est je coupe mes pertes très rapidement, comme un robot. Un robot, il coupe ses pertes très très vite. Par contre, quand je commence à avoir des gains, bah, je laisse mes gains dériver. Et ça, c'est pas évident. La grosse difficulté, et je l'ai expérimenté, une des grosses difficultés, c'est le cerveau, l'esprit humain, le cerveau humain, il n'est pas fait pour ça. Le cerveau humain, quand vous gagnez, quand vous commencez à gagner de l'argent, bah, vous voulez vite, vous coupez vite vos positions pour prendre vos gains. Et lorsque vous commencez à perdre de l'argent, bah, vous laissez filer pour vos pertes en vous disant, en espérant que ça va remonter. Là, sur ce type d'indices qui sont très hauts, hein, le Nasdaq, le Dow Jones, le CAC 40, le Bitcoin, j'ai conscience qu'on est à des niveaux très élevés, j'achète, je mets des stop loss serrés. Si ça coupe, c'est pas grave. Si ça coupe, je laisse le marché baisser, je remets un nouvel ordre au même niveau. Et ensuite, une fois que l'ordre est cassé et qu'on ne rebaisse pas, ben je laisse la position courir. Je laisse la position courir et je rehausse un petit peu quand même mes stop loss, parce qu'il faut quand même bien prendre ses gains de temps en temps. De stratégie de trend following, hein, sur le Dow Jones, hein, que j'ai passé à la fin de l'année dernière à 29 000. Donc, c'est un ordre qui est toujours en cours, hein, 29 900 et des brouettes. Vous voyez, le stop, il est très, très bas. Hein, il est très resserré. Hein. Le stop est à 29 000. On est à 29 800 et j'ai placé un ordre à 29 900. Et donc, je laisse l'allocation dériver. Vous voyez, je laisse. Il se trouve que bah, le stop n'a pas été tapé. Aujourd'hui, le Dow Jones est à 30, 31 600. Ce n'est pas grave. Je laisse filer et je prends le train en route. Alors, graphique très intéressant que je vais vous montrer, hein, qui est aussi c'est ce qui est dans mon portefeuille. Slide suivant, c'est mon portefeuille actuel. C'est deux positions que j'ai prises sur le Dow Jones. J'ai pris un ordre d'accumulation. Donc, quand le Dow Jones a baissé, j'ai commencé. Alors, j'ai cherché à accumuler de l'argent. Enfin, j'ai cherché à accumuler des positions sur le Dow Jones. Bon, malheureusement, vous voyez, j'ai acheté du Dow Jones à 18 000. Et moi, je pensais sincèrement que le Dow Jones allait continuer à baisser. Donc, j'avais encore des munitions pour acheter le Dow Jones à 17 000, à 16 000, à 15 000. Donc, j'ai commencé une stratégie, j'ai initié une stratégie d'accumulation sur le Dow Jones. Bon, ce qui s'est passé, en fait, c'est que sans le savoir, j'ai tapé le point bas. En fait, j'ai acheté le Dow Jones au point bas ici, mais sans le savoir, en toute humilité. Je pensais pas, en fait, je pensais pas que les banques centrales allaient imprimer, enfin, allaient tout de suite lancer la planche à billets à une vitesse aussi rapide. Je me suis trompé. Donc du coup, bah, j'avais pas mal de liquidités que j'ai pas pu mettre sur le Dow Jones, mais c'est pas grave, je suis quand même rentré à ce niveau-là. Et donc là, c'est un ordre d'accumulation qui court toujours, hein, qui est toujours dans mon portefeuille. Et vous avez un ordre trend following qui est aujourd'hui à un niveau plus élevé. Donc vous voyez, sur un même indice, vous voyez, ça c'est intéressant, sur un même indice, je peux très bien appliquer un ordre de type accumulation. Vous voyez, l'ordre ouvert à 18 000, celui-là, clairement, je ne vais pas le fermer tout de suite. Voilà, j'accumule, je reçois mes dividendes. Hein, donc, c'est un ordre, il me crache du dividende. Donc, j'ai un ordre avec des plus-values que je suis quasiment sûr de conserver très longtemps. Et en plus, avec des dividendes. J'ai un autre ordre. Alors là, celui-ci, voilà, à 29 900. On est à 31 000, donc je suis en gain, mais rien ne dit qu'on ne va pas rechuter, qu'on ne va pas rechuter fort. Donc là, pour celui-ci, j'ai quand même mis un stop loss parce qu'il y a des chances que si jamais on recasse les 30 000 à la baisse, qu'il y a un risque qu'on ne les revoie pas de sitôt. Donc voilà deux stratégies, trend following et accumulation, que j'ai mis en place sur un même indice. Alors maintenant, un petit topo sur le money management, comment je pilote mon allocation d'actifs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un fichier Excel. Hein. C'est un fichier Excel où qu'est-ce que je fais? Bah, je copie ma plateforme. Donc, voilà, bah, vous connectez, je me connecte à la plateforme de trading. Je copie-colle mes ordres. Je copie-colle mes ordres et je les rentre vraiment dans un fichier Excel. Je les copie-colle. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ai mis en place, hein, j'ai créé des fonctions. Bah, vous voyez, comme j'ai pas mal travaillé en banque, en assurance, bah, tout ce que j'ai pu apprendre bah, dans ma carrière, bah, je l'applique à ma gestion personnelle. Bon, je vois, c'est un peu dommage, faire une petite aparté, c'est dommage, je vois beaucoup trop de personnes qui travaillent dans la finance, dans l'assurance, qui finalement, lorsqu'ils gèrent leurs avoirs, leur portefeuille, ben, ils n'appliquent pas à eux-mêmes ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. Donc bah, voilà, je me suis dit, bah, autant faire ça à moi. Donc, une fois que j'ai copié le portefeuille,
je vais avoir des fonctions Excel, des fonctions toutes bêtes, hein, des additions, des soustractions. Enfin, il n'y a pas, vous savez, les marchés financiers, souvent c'est des règles de 3. Hein, c'est pas très très sorcier. Alors on utilise des gros modèles un peu compliqués parce que quand on est dans les banques, les assureurs, ils sont obligés de rendre compte à ce qu'on appelle aux autorités, à la banque centrale, de ce qu'ils font. Donc ils sont obligés de mettre en place des gros modèles et tout ça. Puis ensuite, entre centraliens, normaliens, polytechniciens, ça discute avec des modèles mathématiques très compliqués. Mais en réalité, pour mettre en place un portefeuille résilient, il n'y a pas besoin voilà, de faire des mathématiques à très très haut niveau. Donc là, c'est la photo de mon portefeuille au 13 décembre 2020. Donc là, vous voyez, c'est automatique, hein, en 10 secondes. Hop, je copie-colle le book de trading de la plateforme, hein, je le copie-colle sur Excel et j'ai une sortie, voilà, une allocation, voilà, le point sur mon allocation d'actifs et la répartition de mes valeurs, de mes performances. Donc là, au 13 décembre 2020, vous voyez, je suis positif sur toutes les classes d'actifs. Vous voyez, le Bund, le CAC 40, l'or, bon, je gagne et j'ai, vous voyez ici, j'ai le montant investi, la balance et le capital investi. Le capital, ce que j'appelle la valeur liquidative de mon portefeuille. J'ai également des outils où je vais faire ce que j'appelle des stress tests. Par exemple, il y a un actif qui m'intéresse, sur lequel je souhaite accumuler, c'est l'or. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit outil où j'essaye de calculer, l'outil va me calculer le nombre de positions de contrats en or maximum que je peux acheter sans commencer à être en risque, sans commencer à avoir ce qu'on appelle du levier, sans être à effet de levier. Donc là, j'ai mon petit outil qui me dit que ce que j'appelle un outil de pré-trade que j'ai fait pour mon propre compte, qui me dit que je peux encore acheter 8 positions d'or en plus. Et donc là, en fait, en faisant ça, en utilisant cet outil, eh ben, je vais avoir une projection de ce que peut devenir mon portefeuille si j'achète 8 contrats d'or en plus. Donc ça, c'est avant, je n'achète pas, je ne passe pas les ordres, je rentre juste dans mon outil le nombre d'onces d'or maximum que je peux acheter. Enfin, l'outil me donne le nombre d'onces d'or maximum que je peux acheter et me donne une projection de ce que peut être mon portefeuille si je sature, si j'achète les 8 contrats d'or en plus. Donc là, j'ai une vue de mon portefeuille. Donc vous voyez que si jamais j'achète 8 contrats d'or en plus et que l'or tombe à 114 $ l'once, bon, il faut le faire, hein, 114 $ l'once, là, je peux me retrouver en situation de ce qu'on appelle d'appel de marge. Donc finalement, c'est un outil qui me permet vraiment de piloter voilà, mon allocation d'actifs, mon cash management. Donc, avant d'arriver, voilà, là, je vous fais un petit rappel de mon process de gestion patrimoniale. Hein, donc voilà, ce que je fais, hein, c'est je prends tous les revenus actifs, hein, le salaire, les primes, les pensions de retraite. Je projette mes dépenses contraintes. Je projette également les dépenses de confort, hein, les vacances, les travaux de rénovation, les cadeaux. À partir de ça, j'ai un modèle de gestion patrimoniale de long terme. Et dans ce modèle de gestion patrimoniale à long terme, où j'ai une allocation immobilier, une allocation cash et une allocation, on va dire, trading, gestion de portefeuille, je vais construire ici, c'est ce que je vous ai présenté ici, mon allocation d'actifs, ce que j'appelle mon allocation tactique, qui s'appuie sur des hypothèses d'aversion au risque et d'analyse macroéconomique. Donc voilà un petit peu un petit peu le bilan. Alors, avant de passer aux questions, c'est un petit bonus pour tous ceux qui m'ont suivi, toutes celles et ceux qui m'ont suivi jusqu'ici. Alors, je vous ai parlé des actions qui montrent que moi, je suis plutôt optimiste, hein, sur la hausse des actions et la hausse des matières premières. C'est un petit peu toutes mes stratégies. Alors, il y a quand même, on va dire des disclaimers. Il y a quand même des scénarios contrariants qui peuvent faire en sorte, que j'ai identifié il y a 2 semaines, sur ces dernières semaines, qui peuvent invalider tout ce que je vous ai dit là. C'est toujours important d'avoir ce qu'on appelle des scénarios contrariants. Alors, ces deux scénarios, il y en a deux, hein, que je vois. La première, c'est que les peuples, les populations renversent les dirigeants. Ils renversent la table. Vous voyez, ils disent bon, on en a marre, hein, de tous ces dirigeants, ces banquiers centraux
qui font un petit peu, voilà, qui se tiennent par la barbichette, on va élire de nouveaux dirigeants. Ça peut arriver. Ça peut très, très bien arriver. On peut très bien avoir voilà, des marchés qui se mettent à anticiper en 2022 des élections présidentielles en France, par exemple, où voilà, on peut très, très bien avoir des dirigeants qui arrivent et qui renversent la table. Pour le meilleur ou pour le pire, hein. L'histoire nous a montré que les Allemands en ont eu marre de leurs dirigeants dans les années 20 voilà, qui clairement qui faisaient un peu de corruption et tout ça. Ils ont renversé la table. On a vu ce que ça a donné dans les années 30. Hein. C'était pas. Voilà, j'aimerais pas revenir en Allemagne dans les années 30. Bon, voyez, ça peut être aussi pour le meilleur. Franklin Roosevelt qui a été élu aux États-Unis. Mais même Franklin Roosevelt, un Franklin Roosevelt qui prendrait le pouvoir aujourd'hui, donc quelqu'un en qui j'ai beaucoup d'estime, enfin, quelqu'un de courageux, bah, Franklin Roosevelt a quand même augmenté les impôts des plus riches de 4 à 90%. On ne le sait peut-être pas assez, mais même dans un pays comme les États-Unis, Franklin Roosevelt, il est arrivé, il a monté les impôts à 90% pour redistribuer les richesses. Il n'est pas exclu qu'on ait ça. Ça peut arriver. Les peuples, les populations, la rue peut très bien dire on en a marre de tous ces. Donc c'est important de regarder un petit peu dans le radar quels dirigeants pourraient très bien remplacer les dirigeants actuels et commencer à mettre des impôts, commencer à faire des choses assez fortes et parfois même courageuses. Hein. Roosevelt, voilà, c'est quand même, quelqu'un voilà, qui est encore cité comme exemple aujourd'hui. Bah, Roosevelt a monté les impôts à 90% sur tous les salaires au-dessus de 400 000 euros par an, 400 000 dollars par an, 90% d'imposition, et ça a duré jusque dans les années 70. Donc, ça peut arriver. Donc, à surveiller. Deuxième chose à surveiller, une fois que le Covid, que le marché commence à anticiper qu'on va sortir de confinement, qu'est-ce qui risque de se passer? Les gens vont commencer à consommer, parce que les gens ont beaucoup épargné, les gens vont commencer à consommer. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand tous les gens vont se mettre à consommer, à partir en vacances, parce qu'il y a à partir au restaurant, bah, on va avoir une remontée très forte de la demande. L'offre ne va peut-être pas forcément suivre. Donc, on risque d'avoir un pic d'inflation. Et là, si on a un pic d'inflation, les marchés vont peut-être paniquer. On se dit, ah là là, les banques centrales, est-ce qu'elles vont encore imprimer? Elles vont continuer à imprimer. Il va y avoir des questions. Donc, on pourrait avoir un scénario où les marchés vont commencer à se poser des questions sur l'inflation. Et là, on pourrait très, très bien avoir, évidemment, des marchés qui commencent à paniquer, des taux longs qui se mettent à monter. Donc, ça, c'est pas, voilà, ça, c'est pas un scénario notamment à exclure. Donc, ça, c'est un scénario, il faut surveiller les taux longs et surveiller notamment les matières le coût des matières premières, les break-even d'inflation. Donc ça pourrait aussi provoquer un scénario contrariant et donc provoquer, disons, un retournement très très violent des marchés. Voilà, donc ça c'est un petit peu les deux scénarios un petit peu que je vois qui pourraient un peu mettre à mal toutes les stratégies que je vous décris là. Voilà, donc bah écoutez, je vous remercie un petit peu pour m'avoir suivi. Voilà, donc c'est la première conférence que je fais sur Zoom. Donc du coup, bah voilà, il fallait que je m'adapte un petit peu au format. C'est pas forcément le même type d'écran. Donc je vous prie de m'excuser si parfois vous avez eu un petit peu de mal à me suivre. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner la parole. Attendez, j'ai des questions. Alors, comment investissez-vous, donc de Geoffroy Schneider, comment investissez-vous concrètement sur des indices de marché, les devises et les matières premières pour vos deux stratégies, via des ETF ou des CFD? Si via des CFD, le profil n'est-il pas mangé par les frais overnight et over weekend? Alors, très très bonne question. Alors, moi j'investis via les deux. C'est-à-dire que j'ai un plan d'épargne action dans lequel je vais acheter, notamment alors là c'est sur les actions et sur les matières premières, vous avez des trackers des ETF sur les matières premières. Via les plateformes de trading, j'utilise effectivement les CFD. Effectivement, il y a des frais overnight, hein, ce qu'on appelle le rollover. Alors, les rollovers, alors comment ça marche? Le rollover, les frais de rollover, ils sont basés sur les taux overnight. Quand vous achetez des CFD, en fait, les frais vont dépendre des taux, ce qu'on appelle les taux jour le jour, les taux overnight. Or, aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, les taux repo, les taux court terme sont très faibles. Donc, les frais d'overnight sont assez faibles. Moi, par exemple, j'ai calculé sur l'or, les frais, les taux d'overnight, parce que j'ai des positions sur l'or qui tournent depuis un an, donc
je suis très bien placé pour vous dire combien ça me coûte. Bah, l'or, c'est à peu près 2%. Donc oui, effectivement, si je garde une position sur l'or, je vais avoir 2% de frais. Bon, 2% de frais, c'est pas énorme. Sur l'argent, c'est peut-être un peu moins sur l'argent. J'ai peut-être 1,5%. 1,5%, si vous vous ramenez ça, l'or est à 1800, 1800, 2%, c'est 36 $. Donc, si l'or, sur une année, il progresse de plus de 36 $ de l'once, je suis gagnant. 36 $, quand vous voyez les mouvements en ce moment qui ont lieu, c'est vraiment énorme. C'est vraiment. Donc, effectivement, oui, ces frais overnight, ils existent, mais quelque part, ils ne sont pas non plus énormes. D'ailleurs, si je reviens ici sur la photo, la plateforme, mes 23 447, ils tiennent compte des frais de rollover. Et pourtant, vous voyez, ça n'a pas énormément d'incidence. Par ailleurs, si vous achetez des actions, des CFD actions sur les plateformes, vous recevez les dividendes. C'est-à-dire que les brokers vous donnent, vous font partagent avec vous les dividendes. C'est-à-dire que quand le CAC 40 verse un dividende, ben effectivement, sur votre CFD, vous allez payer les rollovers overnight, mais vous allez quand même recevoir les dividendes. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Alors, question, quel est le nom futur de mon livre de sortie? Alors, le nom du livre, alors je suis encore en discussion avec les éditeurs. Alors, ça va s'appeler Devenez un conquérant de la liberté financière. Voilà, c'est prenez en main votre liberté financière. Donc, c'est l'objectif de ce livre. Clairement, j'aurais du mal à faire un résumé. En gros, je présente la situation telle qu'elle est, avec des salariés, avec en gros deux catégories. Vous avez la classe moyenne, essentiellement des salariés, qui chaque année voient leur salaire, ne pas progresser, voilà, qui ne progressent pas. Et vous avez d'un autre les classes dirigeantes ça m'embête de dire, qui s'empiffrent. Voilà. Et donc, du coup, bah, il y a deux solutions. Soit on profite du système, soit on manifeste, on fait la grève, on manifeste, on attend que le gouvernement trouve une solution au problème. Soit, c'est l'objet du livre, on met en place des stratégies, on met en place un mindset, on met en place des techniques de money management pour prendre en main sa gestion patrimoniale et pour construire, mettre en place les leviers pour devenir libre financièrement. Voilà, c'est un petit peu le résumé du livre. Alors, merci. Question suivante. Merci Alix, c'était super intéressant. Que penses-tu de la remontée de l'action Vivendi? Tu as un compte PEA. Comptes-tu optimiser ton PA? Quel est l'outil pré-trade utilisé? Alors, pour être transparent, je n'ai pas suivi forcément l'action Vivendi. Au niveau, disons, ce que je fais, moi, en fait, c'est que j'investis pas, pour être franc avec vous, je n'investis pas beaucoup sur des valeurs. Je ne suis pas forcément pourquoi. Et là, je vais être très humble. Je vais être humble avec vous. Pour investir sur des valeurs, sur des actions d'entreprise, il faut énormément de travail. Il faut énormément de travail. Moi, je suis certaines personnes, comme peut-être certains suivent, Julien Flo notamment, qui suit pas mal les actions. Il faut un travail énorme. Et moi, pour être transparent avec vous, j'ai pas le temps. Malheureusement, je suis encore salarié. Donc, je passe quand même 80, voilà, hein, comme vous, hein, 80% métro, boulot, dodo. Alors aujourd'hui, c'est plutôt boulot, dodo. Mais voilà, comme vous, 80% de mon temps est pompé par mon activité salariée. Donc, j'ai pas le temps. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise mes compétences primaires dans l'allocation d'actifs parce que ça me coûte pas cher. C'est pas très compliqué pour moi à créer des portefeuilles d'allocation d'actifs. C'est mon métier de base, on va dire. Par contre, voilà, pour suivre l'action Vivendi, en toute humilité, il faut vraiment être un analyste. Il faut vraiment, enfin, les gens qui font ça, c'est des gens qui passent leur temps à éplucher des bilans d'actions. Et moi, malheureusement, voilà, j'ai pas le temps. C'est quelque chose auquel je m'intéresserai quand je serai libre financièrement. Il y a deux choses que je souhaite faire en toute humilité une fois que je serai libre financièrement, parce que bon, être salarié toute sa vie, voilà, avec des, avec des augmentations de salaire qui frisent les pâquerettes. Bon, c'est pas forcément, voilà, c'est pas, voilà. Moi, il y a deux choses qui m'intéressent, c'est acheter des immeubles de rapport. Ça, c'est vraiment un truc qui me plaît. Et je suis énormément ce que fait Yann Darwin là-dessus. Pour moi, c'est un peu
un peu ma référence en matière d'immobilier. Enfin, c'est vraiment quelqu'un voilà, enfin, j'apprends énormément sur ses vidéos. Hein, voilà, il faut pas avoir peur d'apprendre. Et au niveau et suivre les entreprises, vraiment éplucher les bilans bancaires, voilà, éplucher les comptes bancaires. Donc là, voilà, je suis aussi d'autres personnes. Voilà, je ne vais pas forcément toutes les citer, mais voilà, je suis un petit peu ces personnes-là. Donc voilà, toujours se former, il faut toujours se former. Même quand on est expert en quelque chose, il faut toujours se former. Alors, question suivante. Bonsoir. Pourquoi il est fortement déconseillé d'acheter de la crypto-monnaie en CFD? Alors, pourquoi il est fortement déconseillé d'acheter? Alors, moi, en toute humilité, là encore, j'achète de la crypto en CFD. Alors, pourquoi, alors, pourquoi il est déconseillé d'acheter de la crypto en CFD? Sans doute, c'est à cause des frais de rollover. Sur les CFD, donc justement, je rebondis avec la question d'avant. Les frais, les frais de CFD, enfin les frais de rollover sur les CFD, sur les cryptos, sont assez élevés. Hein. C'est à peu près, alors ça dépend des brokers, hein, mais on est à peu près entre 10 et 15%. C'est énorme, hein, 10 et 15% par an de rollover. Bon, moi, j'ai quand même choisi d'investir un petit peu dans les cryptos via des CFD, juste à titre de diversification. Voilà, parce que si on a voilà, j'ai acheté du Bitcoin à 4000. Bon, même avec 20% de frais par an, ouais, aujourd'hui, on est à plus de 40 000, presque 50 000. Bon, vous voyez, c'est intéressant d'investir dans du Bitcoin avec des CFD, euh, avec très peu de levier, parce que c'est très liquide. C'est très liquide, et puis vous pouvez profiter d'une hausse exponentielle. Enfin, les frais de rollover, même sur du Bitcoin, sont faibles au regard des perspectives de hausse qu'il peut y avoir sur le Bitcoin. Mais attention, hein, mon allocation de Bitcoin, vous l'avez vu, c'est 1% de mon patrimoine. Enfin, non, c'est 1% de mon allocation d'actifs, de mon allocation que je pilote en trading, qui elle-même ne représente que 27% de mon patrimoine. Vous voyez, hein, toujours, hein, on découpe, hein, découper, mesurer. Je prends mon allocation d'actifs, j'alloue l'immobilier, une grosse part à l'immobilier pour devenir libre financièrement, ne plus avoir besoin de mon salaire, etc. Une part de cash pour faire attention aux imprévus de la vie, et 27% aujourd'hui, 27% en actions, en crypto, en devises, en tout ça. Alors, question de Frances Valérie. Bonsoir, merci, cette conférence très intéressante. Sur la répartition de votre allocation d'actifs, vous précisiez qu'elle était différente aujourd'hui à 2 ans d'échéance et au début, il y a une dizaine d'années. Quelles seraient les grandes différences sur la répartition à avoir si on commence à construire? Alors, très bonne question. Moi, quand j'ai commencé à trader, quand j'ai commencé à investir pour devenir libre financièrement, c'est très important, c'est quel est votre objectif dans la vie? Quel est votre objectif? Donc moi, très très vite, alors, encore je vais passer très loin, bon, j'ai eu des accidents de santé, de machin, mais je gagnais très très bien ma vie. Dans les années 2004, 2005, 2006, j'ai travaillé dans les hedge funds, hein, donc je connais bien les hedge funds qui ont joué contre GameStop. J'ai travaillé dans certains d'entre eux. Euh, J'avais voilà, je gagnais très 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 bien ma vie, des gros salaires. Et malheureusement, il m'est arrivé des petits soucis de santé. Et j'ai compris très très vite que le salaire, vous avez beau travailler, vous avez beau vous mettre en quatre pour un chef, quel qu'il soit, aussi gentil qu'il soit aussi, bah, il ne va pas forcément vous rendre l'ascenseur. C'est-à-dire que quand il y a un problème qui survient, un problème, voilà, un problème familial, bon, certains d'entre vous suivent d'autres blogueurs. Hein. Bon, moi c'est un souci de santé qui m'a un peu contrarié d'un point de vue salaire. Mais je connais des personnes qui ont divorcé, qui ont été obligées de suivre leur conjoint pour ne pas perdre la garde de leurs enfants, et qui ont été obligées d'accepter des boulots, on va dire, très en dessous. J'ai très vite compris que le salaire c'est très dangereux. C'est très, très dangereux de compter sur le salaire. Donc, dès les années 2007-2008, j'ai commencé à investir. Alors, en 2007, quasiment, on va dire, 90% de mon allocation d'actifs, c'était de l'immobilier. Pourquoi? Alors, je vais pas vous la refaire. Enfin, je vais pas paraphraser ce que disent d'autres personnes, notamment Yann dans ses vidéos. L'immobilier est un actif très très intéressant. Pourquoi? Alors certes, il n'est pas très liquide, mais c'est le seul actif qui vous permet de mettre énormément d'argent sur la table avec finalement très peu d'apport. La bourse, c'est bien, mais la bourse, c'est bien quand vous avez déjà du patrimoine. Vous avez déjà du patrimoine et vous comptez sur les intérêts composés pour vous enrichir. Quand vous, comme moi, vous partez de pas grand-chose. Moi, je suis, enfin, je veux dire, moi, voilà, je suis issu vraiment de la classe moyenne
voilà, classe moyenne, voire classe moyenne inférieure. Je suis parti dans la vie avec 30 000 euros de dette, zéro héritage, 30 000 euros de dette étudiante, parce que bah, je me suis endetté à crédit, enfin, j'ai payé mes études à crédit. Donc, quand vous partez avec quasiment pas de cash, bah, forcément, la première chose que vous faites, c'est il faut utiliser l'effet de levier. Vous n'avez pas d'argent, donc vous ne pouvez pas jouer avec les intérêts composés. Donc, mon allocation il y a 10 ans, c'était 10 000 euros d'apport pour financer, enfin 20 000 euros d'apport pour financer l'achat d'un bien à 200 000 euros, d'un investissement locatif à 200 000 euros. Donc, c'est un peu l'idée, c'est avoir ce qu'on appelle, là encore, bah, c'est l'immobilier, donc je vais paraphraser Yann, mais c'est en gros, c'est accumuler un an de loyer esprit tranquille. Donc, si vous êtes à votre début de parcours dans la liberté financière, ce que je vous conseille, ce que j'ai fait en tout cas, c'est d'accumuler une année de loyer, on va dire, d'esprit tranquille, 10% c'est d'accumuler l'équivalent de 10% de, du montant du bien immobilier que vous voulez acheter à crédit pour mettre en location. Et là encore, ce n'est pas 10% à mettre en apport personnel, c'est 10% à mettre de côté pour gérer s'il y a des loyers à payer, s'il y a des travaux à faire, que vous allez mettre en face de votre investissement immobilier que vous allez mettre. Et ensuite, une fois que vous avez 10%, vous les mettez, vous commencez à les investir, ce que j'ai fait, hein, à les investir en bourse. Et c'est évidemment sur 10 ans, en 2010, vous voyez la bourse où elle était en 2010, vous voyez où elle est aujourd'hui, ben, c'est 10%, ils ont fait des petits. J'ai continué à mettre de côté via mon salaire, parce que je suis encore salarié, donc j'ai continué à mettre de côté. Et donc, c'est un peu, voilà, vous mettez de côté, vous avez des rendements qui accroissent le capital. C'est l'équation, ben là encore, je ne vais pas paraphraser, hein, l'équation Y égale à X qu'ont pas mal présenté Yann et Guillaume, hein, dans leurs différentes conférences. Ben, c'est un peu ce que j'ai appliqué à moi-même, hein, en fait, depuis 10 ans. Donc d'abord, j'épargne, je vis en dessous de mes moyens. Donc épargnez, vivez en dessous de vos moyens. Alors, on s'est souvent moqué de moi pour la petite voiture que j'avais, etc. La poubelle, on va dire. Voilà, c'est pas grave. Vivre en dessous de ses moyens. Tous les gadgets, la société de consommation, vous oubliez, hein, moi, le journal de TF1, pareil, je ferme, j'éteins. J'épargne 10% d'un bien immobilier que je vise d'acheter à crédit. J'achète mon bien immobilier, je fais les travaux, etc. Bon, là-dessus, voilà, je pense que si vous suivez Yann, je pense que vous connaissez déjà le truc. Et les 10% que j'ai mis en face de ce bien immobilier, bah, je les investis en bourse. Et ça fait des petits, et ça fait des petits, et ça fait des petits. Et c'est ce que je fais depuis 10 ans. Question de Yacine Kenneth. Comment tu gères tes marges commerciales globales lors de l'achat-vente? Est-ce une matrice de marge selon le contrat? Alors, j'ai pas tout à fait, alors j'ai pas vraiment compris la question. Alors, est-ce que c'est de l'immobilier? Là, j'avoue, je comprends pas très très bien le sens de la question parce que j'arrive pas à savoir si c'est qu'est-ce qu'on appelle comment je gère mes marges commerciales globales lors d'un achat de vente. Est-ce une matrice de marge selon le contrat? Alors, j'avoue, je comprends pas très très bien la question. Alors, est-ce que c'est mes objectifs de plus-value ou pas? Ce que je fais en fait, c'est que en gros, pour chaque ordre que je passe, hein, aujourd'hui j'ai 50 positions ouvertes, hein, en bourse. Une fois que j'ai atteint certaines positions, quand je commence à trop, trop, trop accumuler, hein, quand je vois que mon risque sur un actif commence à être trop élevé, mais que bah, je n'ai pas d'indicateur à vendre, qu'on est en hausse, bah là je commence à vendre. Par exemple, typiquement sur le Nikkei, je suis rentré sur le Nikkei à 22 000 points, on est à 30 000. Bah là, pas plus tard qu'hier, j'ai coupé une position sur le Nikkei qui était à 22 000 parce qu'à un moment, bah, il faut bien commencer à prendre ses profits. Ça ne sert à rien non plus de générer beaucoup trop enfin, d'avoir un stock de plus-value latente qui explose. C'est important de se faire plaisir de temps en temps, de réaliser certaines plus-values pour se faire plaisir aussi, pour montrer aussi à mes proches que bah, cet argent que je place en bourse, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas du virtuel, c'est de l'argent que l'on peut couper, que l'on peut utiliser ensuite pour faire plaisir à ses proches. Moi, je suis quelqu'un de simple, hein. Je suis quelqu'un de simple. Mon but, c'est pas de devenir multimillionnaire, c'est pas de devenir Elon Musk. Mon objectif, c'est de ne plus avoir à dépendre voilà, c'est d'être libre financièrement, c'est de ne plus avoir à dépendre d'un salaire, parce que c'est très, très dangereux de dépendre d'un salaire, hein. J'en sais quelque chose.
c'est très, très dangereux. C'est vraiment la fausse sécurité, hein. C'est ce qui a l'air le plus sûr. C'est ce qui, sur le court terme, est le plus sûr. On a son salaire qui tombe, c'est tranquille, c'est pépère. Mais sur le long terme, c'est ce qui est le plus risqué. Parce que si demain vous avez une hyperinflation, il ne faut pas compter sur votre boss, votre chef pour vous augmenter, hein. Vous serez le dernier à être augmenté, hein. Dans des entreprises, les chefs, voilà, ils se servent d'abord, ils servent leurs actionnaires, ils se servent. Puis bon, s'il reste quelques miettes, bah, c'est les collaborateurs en dessous qui, bon, s'il y a quelques miettes, voilà, on leur donne. Mais ceux qui sont le plus au-dessus, qui quelque part vont se protéger entre eux, ou alors ils se font virer, mais avec des parachutes dorés. Et puis c'est pareil, hein, ce sont ceux qui sont en dessous que l'on va licencier, disons, voilà, avec un petit, enfin, quasiment, enfin voilà, quoi, avec le minimum syndical, comme on dit. Donc voilà, moi, mon objectif, c'est clairement, voilà, c'est vraiment, c'est d'être libre financièrement et de faire ce qui me plaît. Alors moi, j'adore la location d'actifs, c'est mon dada, enfin moi, je peux faire ça à longueur de journée, faire des portefeuilles, construire des stratégies d'allocation d'actifs. Vous me donnez des contraintes, enfin des passifs finalement, des contraintes de passifs. Et à côté, bah, j'aime bien faire des petits modèles voilà, pour vous faire pour construire l'allocation qui matche au mieux avec vos besoins, avec vos contraintes aussi de dépenses. Voilà, pour faire ça tous les jours, comme j'ai envie, bah, il faut déjà conquérir sa liberté financière. Voilà, alors je vois qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, vous pouvez retrouver mes posts, hein, chaque semaine, le samedi en général, je poste un plan de trading. Donc, je vous mets vraiment en temps réel quelle est la situation de mon portefeuille, quelle est mon analyse macroéconomique, qu'est-ce que je suis. Alors là, aujourd'hui, par exemple, il y a j'accumule, enfin, je suis trois actifs. L'or, qui personne n'en parle, et je pense que c'est intéressant de le suivre. L'or, l'indicateur de volatilité implicite qui est assez bas, on est à 21%, donc c'est intéressant, et le Bund allemand. Le Bund allemand parce que bah, les taux commencent un petit peu à remonter, donc c'est intéressant de voir si les taux commencent à s'emballer à la hausse, ça peut être un indicateur, un signal de vente, un signal d'allègement. Donc c'est un petit peu les trois actifs que j'ai vraiment sur le feu, que je suis vraiment comme le lait sur le feu. Voilà, donc chaque semaine, je poste sur Aria Trading, donc les vues, mes plans de trading, les sélections, etc. Bah, vous pouvez vous taper Alix Bacos, c'est mon nom, prénom, et sur LinkedIn, vous pouvez facilement me retrouver sur LinkedIn. Et donc voilà, ça sera un plaisir pour moi aussi de vous suivre. Donc j'avais juste deux questions très rapides. Les obligations chinoises, moi j'achète ça suivant des ETF. Voilà, des ETF, ou éventuellement je joue sur la parité, sur le Forex via la parité yuan-dollar, donc sur les CFD ou vous pouvez jouer sur des ETF. Et pour accumuler sur les matières premières, les CFD, hein. Sur les matières premières, vous pouvez accumuler soit via des CFD, soit éventuellement sur l'or, par exemple. Moi, c'est ce que je fais. Vous pouvez très bien acheter des pièces d'or. Vous avez des bureaux de change à Paris, vous achetez des pièces d'or, des Napoléon, des, euh, des, euh, des Liberty Surf, des Maple Life, et vous pouvez les acheter. Voilà, bah, écoutez, voilà, bah, je vous remercie pour ce live. J'espère pouvoir en faire d'autres et j'espère pouvoir être peut-être un peu plus fluide dans ma communication. C'était la première fois vraiment que je vois ce format Zoom. C'est la première fois, voilà, j'ai fait beaucoup de Skype, de Teams. Vraiment la première fois de ma vie que je fais du Zoom. Donc voilà, excusez-moi pour certains si j'ai peut-être pas été assez clair, mais en tout cas, j'espère vraiment faire des progrès pour la prochaine fois. Voilà, merci à toutes et à tous, et en tout cas, à bientôt.